en Afrique, sous les tropiques, à la rencontre de la forêt et la savane, se trouve une terre bénie de Dieu, dirigée par un sage homme, travailleur, taiseux, qui laisse ses œuvres parler pour lui. Son pays et ses habitants sont sa raison de vivre. Avec sa brillante carrière sur le plan national et international, il n'a plus rien à prouver. Cependant, ce sage homme s'évertue tous les jours à donner le meilleur de lui-même. Combattu pour ses bienfaits par les impénitents, avec à leur tête l'arrogant anarcho-négateur du bien, l'innocent aux mains ensanglantées, médiocre devant l'Éternel, jouisseur pentaté devant l'Éternel, et l'héritier fainéant de la couronne royale, le classificateur de ses sujets en purs et impurs, selon leur lignée, grand amateur de cohiba et de spiritueux rares, rêve de l'humilier. On se poserait la question du pourquoi une telle haine, un tel acharnement à détruire ce qui est beau et bien fait. Ce comportement paradoxal s'explique par la mentalité de certains nègres qui combattent les meilleurs d'entre eux pour maintenir les populations dans la misère, le manque de perspectives positives, en un mot, les déshumaniser, afin de mieux les contrôler, car ils n'ont aucun programme à leur proposer, sauf la manipulation, le tribalisme, la xénophobie, la violence. Mais le sage homme, béni de Dieu et ses parents, reste serein comme un nouveau-né qui dort, car il a le soutien des personnes vraies, des personnes bonnes, comme les EPV. Voilà mon grand-oncle, le texte que je voulais lire aujourd'hui. Voilà, pour signer un peu mon retour après un bon moment d'absence, dû en fait à une perte. Enfin, j'ai perdu et mon numéro et mon téléphone, donc j'étais vraiment très très embarrassé. Donc du coup, c'est pour ça que ces derniers temps, après mon retour du pays, j'étais un peu dans le silence. J'ai essayé de suivre l'émission comme ça. Donc en gros, mon grand-oncle, ça c'est mon test. Donc je sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce texte, si tu voulais rajouter quelque chose sur le texte. Dans un premier temps, dire que c'est une production littéraire qui est très profonde et très intéressante, surtout qu'elle montre la haine viscérale de toutes ces personnes-là qui sont des incapables et des médiocres notoires. Et donc, cette volonté de vouloir combattre le positif, l'évolution, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Bédier, il faut combattre pour combattre avec la haine sans justificatif. Et c'est le schéma dans lequel ils veulent mettre les Ivoiriens. Et quand vous lisez vos textes, il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir si Gbagbo est réellement Ivoirien. Parce que quand vous regardez leur cheminement, vous vous demandez, mais comment quelqu'un peut être aussi négationniste et aussi vil, V-I-L, sans importance, dans toutes ces démarches. Et comme disait le père Alexis Diette, c'est quoi le résultat qu'ils veulent laisser aux Ivoiriens? Même si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu peux au moins t'inquiéter pour les générations à venir parce que tu as petits enfants, tu as des femmes et des enfants qui seront là. Et quelle sera la vie que ces personnes-là mèneraient demain? Et donc, un homme devrait se poser ces questions-là. Mais quand déjà à 78 ans, 80 ans, on se retrouve aujourd'hui à se comporter comme des adolescents qui ont été surpris par la puberté, c'est vraiment déshonorant et dégradant pour ces personnes-là. Et moi, je le dis, c'est maintenant que le président Ouattara va savoir si les Ivoiriens l'aiment ou pas. La décision d'avoir exclu cette gangrène de la politique ivoirienne, nous, les vrais partisans de Ouattara, c'est maintenant qu'il va savoir si nous on l'aime ou pas. Parce que nous allons être fermes et résolus, déterminés derrière le président pour que le droit s'impose. Et pour dire au président, partout où ces personnes-là voudraient nous amener, nous, on est prêts aussi à se mettre devant le président pour aller avec ces personnes-là là-bas. Et donc, cette loi-là, elle ne quittera pas. Sauf s'ils arrivent à égorger tous les juges de la Côte d'Ivoire et à faire changer les décisions de justice. Alors là, à partir de ce moment-là,
on pourra donc dire que vraiment ils sont garçons. Et donc, personne n'a obligé Laurent Gbagbo à aller commettre des crimes. Il l'a fait sciemment. Et donc, en grand garçon, s'il a un peu de dignité, il doit être capable d'assumer les conséquences de ses actes. C'est vraiment très important. Et je crois bien que cette fois-ci, même s'ils ne le veulent pas, nous allons nous charger de leur imposer pour une fois. C'est ce que j'allais ajouter. Merci. Mon grand, je vais continuer un peu en fait pour dire vraiment, on remercie vraiment notre grand président. Et comme je le dis, il a notre soutien de toutes les manières que ce soit. Et surtout, que, comme tu as dit, que nous restons derrière lui, surtout pour cette décision. Parce que c'est une décision qui va vraiment changer carrément la donne politique et surtout la classe politique en Côte d'Ivoire. Et ça montre aussi que les responsables politiques, quelque part qu'ils soient, leurs actes, leurs actions, aussi petites ou graves qu'elles soient, ne seront plus tolérées en fonction du degré de crime et du degré d'offense à la loi qu'ils feront. Et parce que n'oublions pas que force doit demeurer à la République. La force reste dans la République. Je vais faire comment il s'appelle, comment on dit, une transition aussi avec le cas qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Demander vraiment à nos frères sénégalais vraiment de rester lucides et surtout de ne pas se laisser aller comme une seule personne, quelle que soit la population qui est derrière toi. Comment tu peux oser braver l'État? Et ça, si ce n'est pas quelqu'un qui veut un jour présider à la destinée de ce pays-là, peut oser braver l'État, peut oser braver la loi. Quelle que soit la situation qui s'est passée, il faut laisser la loi, il faut te défendre avec les textes de loi. Mais lorsque tu décides de quitter dans ta région, fais une caravane, sachant bien le contexte politique, c'est une provocation. Et cela ne doit pas être toléré. Et cela doit être combattu parce que ça, c'est des gens comme ça qui amènent le chaos dans les pays. C'est des gens comme ça qui amènent l'insurrection et la chienlit dans le pays. Parce qu'un pays que toi-même tu veux défendre, tu ne peux pas être toi-même à la base du désordre contre l'intérêt du pays. Et le président de la République, Macky Sall, qui est un grand homme, qui est un grand président, qui a montré à travers sa capacité à gouverner le pays, doit rester ferme et doit faire respecter la loi. Parce qu'un individu, quel qu'il soit, ne peut pas être plus puissant que l'appareil d'État. Voilà. Ça, si on laisse passer, ça va donner un mauvais exemple et comment il s'appelle, à d'autres anarchistes. Je reviens toujours sur le cas de Seplo et son arrogance. Pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi ce monsieur il a une telle arrogance, il a un tel mépris vis-à-vis des populations? J'ai essayé de trouver une réponse que je vais vous soumettre. Moi, je pense que l'arrogance de Seplo cache une faiblesse et une sorte de provocation que l'individu Seplo, à travers son arrogance, c'est un acte pour moi même vraiment qui essaye, à travers cet acte-là, de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Parce que quelqu'un qui est arrogant, généralement, il cache une faiblesse, il cache un grand complexe qu'il essaye de cacher derrière son arrogance. Seplo n'a jamais réussi à être ce qu'il veut. C'est certainement lié à son enfance, tourmenté, mais je pense que c'est quelqu'un qui, même malgré le fait qu'il était au pouvoir, il se prenait encore pour un opposant. Rappelons-nous de son acte où il allait croiser ses deux pieds gauches là devant notre père, le père de la nation. Pour moi, c'était une arrogance qui cachait en fait une sorte de complexe d'infériorité vis-à-vis du fouet. Il faut que je fasse ça pour montrer que moi, je peux être comme lui. Mais quand tu peux être comme quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être arrogant. Tu as la confiance en toi, et tu essaies simplement de montrer à cette personne à travers ton élégance et ta bonne éducation
si c'était le cas, je ne pense pas que ce fut le cas pour lui, que tu es capable un jour de faire mieux que cette personne. Le président Ouattara, le grand homme, il n'a jamais été arrogant. Parce qu'il sait qu'il a une base solide, il sait qu'il a une origine solide, il a un dos solide. Et quand il est dans n'importe quelle situation, il reste serein. Il n'est pas perturbé. Et généralement, comme on dit, c'est les tonneaux vides qui font toujours beaucoup de bruit. Je pense que c'est pour il en fait partie. Maintenant, quant à nos amis, nos frères les panafricains, moi je pense que pour moi, le panafricain vrai nécessite une intégration des peuples qui ont une histoire en commun dans le respect des valeurs qui les régissent. Et donc, pour moi, quand on est panafricain, on n'est pas panafricain en fonction de la météo politique. On est panafricain parce qu'on croit vraiment à l'origine commune et surtout à l'intérêt commun d'un peuple qui est soit lié par sa culture, soit lié par son histoire, soit lié par sa race, par sa couleur de peau. Et on essaie ensemble de forger un projet commun pour l'émancipation de l'ensemble et aussi des individus qui forment ce groupe-là. Comme on dit, un pour tous, tous pour un, et tous pour un pour tous. C'est un peu ça. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on a des panafricains nouveaux modèles qui sont panafricains en fonction de la géométrie variable en fonction de leur intérêt du moment. Et ça, c'est dommage. On en connaît chez nous. Il faut que vraiment, à travers cette décision courageuse que nous saluons avec la dernière énergie, vraiment que notre président reste ferme sur cette décision parce que nous voulons une nouvelle génération et c'est à lui de marquer le pas pour que la Côte d'Ivoire vraiment rêve nouveau et pour que la Côte d'Ivoire vraiment sorte de ces guéguerres de politiciens qui sont dans des deals. Et tu l'as bien cité, tu l'as bien situé, tu as fait un très bon commentaire du coup magistral de notre père Alexis Diet, qui vraiment que je salue au passage et dont je respecte vraiment l'érudition. C'est un très très grand intellectuel. C'est quelqu'un, je pense vraiment, qui mérite de passer un jour sur la plateforme en direct pour nous partager son savoir. Maintenant, j'aimerais parler de la soi-disant avocat Abiba Touré. Faisons très très attention avec ces gens-là. C'est ce conglomérat de faussaires, de manipulateurs, de menteurs qui est nos opposants et en particulier le PPACI, le parti de la pocherie. Vous savez, c'est des gens qui parlent beaucoup et généralement qui sont dans du comme tu as dit, dans du flactus vocis, mais simplement dans un seul but, de tromper le peuple. Vous savez, et la vérité là, mon grand-oncle, la vérité n'est pas le plus important en communication. La parole qu'on donne n'est pas le plus important. C'est comment faire, comment est-ce que la personne qui reçoit cette parole-là, quelle réaction il aura à travers cette parole. Tu peux étaler une litanie de mensonges. Mais quel effet ça va faire face à ces personnes-là? C'est pour ça que nous devons rester vraiment vigilants face à ça et combattre cette méthode de communication que le PPACI est en train de faire. C'est-à-dire raconter beaucoup de choses sans apporter les preuves, fuir les débats contradictoires comme ça a été le cas lors de la dernière émission avec le PPACI. Oh là là, c'est pas vrai. Je vais vous couper là. Ah, ok. Allô, mon grand-oncle? Oui, on est là, on vous écoute. Oui, je pensais qu'on avait été coupé, désolé. Non, on est là, on vous écoute. Voilà, donc je disais, en fait, il faut faire très attention avec leur stratégie de communication. Je pense que nous devons combattre cela. Pourquoi je dis ça? Parce que ils commencent, et tu l'as bien cité dans les titres, tu l'as bien expliqué dans les titres des journaux bleus. Ils lancent des paroles en l'air comme ça, et le passant voit ça, il lit que le titre, il va pas chercher, il va pas se poser la question de savoir est-ce que c'est qu'elle dit là, pourquoi elle dit ça, pourquoi est-ce qu'elle a tenu pourquoi ils ont marqué un tel titre.
comme on dit chez nous, il y a beaucoup de titrologues. Et les titrologues, là, ce que tu retiens, là, c'est-à-dire le premier effet qu'est-ce que tu as, c'est ce que tu vas garder dans la tête. Tu ne vas pas te poser la question parce que tu es préoccupé aussi par ton quotidien, mais ça reste dans ton subconscient. Et demain, lorsque tu verras une actualité, c'est la première idée que tu auras, ça sera ça. Quand on dit, par exemple, la Abiba Touré met à nu là, le truc là, comment il s'appelle j'oublie le truc de M. Cudier là. La CEI. La CEI. Tout de suite, tu lis le titre, tu passes, et tu continues tes activités, tu viens t'asseoir aux 20h. Dès qu'on parle de CEI, tout de suite, tu vas penser à Abiba met à nu la CEI. Et comme si tu es une personne de mauvaise foi, que tu es parlé, que tu es un papacien, que tu es de mauvaise foi, tout de suite, c'est cette idée-là qui va te revenir en tête. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous devons vraiment combattre toute cette stratégie de mensonge qui n'est que la marque des fabriques de ces gens. Voilà. L'autre, Bédier, lui, on connaît pour lui, c'est un haineux, c'est un tribaliste, lui, c'est quelqu'un, tant que c'est pas lui et son clan qui est au pouvoir, rien ne va. Tant que lui, on ne lui donne pas son biberon avec la cuillère en or dans la bouche, rien ne va. Donc, vraiment, voilà ce que j'aimerais dire aujourd'hui si tu as quelque chose à rajouter. Vraiment, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et surtout pour dire que nous autres, on n'est pas dans les émotions. Et quand on dit quelque chose là, ça veut dire que nous ne sommes pas des dieux, mais on prend le temps de rapprocher les faits et puis de faire de la projection. Et ce que je dis là, je vais aller en 2020. Ce que beaucoup retiennent aujourd'hui, c'est qu'en 2020, il y a eu une crise CNT. Et les gens oublient les détails. Or, ce sont les détails qui font qu'on va pouvoir être capable de bien cerner le présent et même le futur. Oublions la crise du CNT, revenons en 2020 et revenons sur les résultats de 2020. Yann, tu sais, il y avait combien de personnes qui étaient inscrites sur la liste en 2020? Non. Il y avait 6 66 441 personnes. Est-ce que tu as bien retenu ça? 6 66 040. 461 personnes. 441 personnes. Voilà, 6 441 personnes. Ok. Maintenant, ceux qui étaient inscrits et qui ont voté, il y avait 3 269 813 personnes. Est-ce que tu comprends? Oui, 3 269 813 personnes. 813. Ok, c'est noté. Donc, quand on fait le pourcentage, ça nous donne 53,90%. Oui, approximativement, oui, c'est ça. Ok. Et là, tout le monde sait que ces potentiels votants-là, ou ceux qui étaient inscrits, si on prend ceux qui ont voté exclusivement, on sait les raisons qui ont fait que le PDCI et les partis de l'opposition ont refusé d'aller aux élections. C'est par incapacité d'affronter le candidat du RHDP. Et donc tout le monde sait que le président Ouattara est allé avec Kakabe. Et quand ils sont allés à ces élections-là, en fonction du nombre de votants, je ne parle pas du nombre d'inscrits, sur les 3 269 813 personnes, le président Ouattara a eu 95,31%. Ça veut dire sur les 3 269 813 personnes votants qui ont voté là, le président Ouattara a eu 3 31 483 votants. Ce qui fait 95%. Et Kakabe a eu 64 011 personnes, ce qui fait 2,01%. C'est là maintenant que mon raisonnement va commencer parce que j'ai établi les faits, que tout le monde peut vérifier. Yann, ce que je vais te dire, c'est qu'on retiendra pour aller plus rapidement. C'est que quand on parle d'élection là, c'est ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, mais c'est surtout ceux qui vont aller voter. Donc c'est ceux qui vont aller voter qui sont importants pour nous. Si déjà dans ce contexte difficile et chaotique, 95% ont pu donner leur voix au président, surtout quand on prend le nombre total de votants, on se retrouve déjà à 55% des votants par rapport au nombre global des inscrits. Donc même si on enlève le PDCI et le PPACI là,
pendant ceux qui étaient votants, eux ne représentent que 45%. Est-ce que tu comprends ça? Très bien. Prenons ça dans le global. Entre 45% et puis 55%, là, qui est plus grand que qui? Entre 45% et puis 55%, là, quel est le chiffre qui est le plus grand? Ok, il y a certainement peut-être des problèmes de communication entre moi et Yann. Parce que ça devrait être une interaction, en fait. Et malheureusement, il me semble qu'on ne s'entend plus. Ok, il me semble que Yann est parti. Et donc, je vais continuer la suite de mon raisonnement pour dire que tout naturellement, même un élève du CP1 sait que 55% est plus grand que 45%. Et dans les 55% là, enlevons les 2,01% de KKB. Ça veut dire que le président Ouattara se retrouve toujours avec plus de 50%, voire même 53% des populations qui sont derrière lui. Mais quand tu as déjà cette majorité... Ok, je vais arrêter le raisonnement. Je vais arrêter. Yann, c'est bon, vous pouvez laisser ça comme ça. Puisque l'objectif essentiel avait été déjà atteint, je vais continuer le raisonnement rapidement pour donner la parole aux autres. Voilà, donc je vais résumer pour dire simplement que c'était pour dire que quand on a ce potentiel humain derrière soi, on n'a pas à s'inquiéter. Voilà, donc je vais m'arrêter là, on va passer à la personne suivante. Allô? Oui, bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va, bonjour, grand frère, ça va bien chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Ok. Les activités? Donc, ça va. Et chez vous? Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Que Dieu nous aide tous. Merci beaucoup. D'accord, vous avez la parole. Ok, grand frère, je ne vais pas être trop long parce que je suis un peu coincé aujourd'hui là. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste mes deux sujets que je vais aborder. Je vais le dire disons, en quelques phrases. Concernant nos frères sénégalais là, ok. Grand frère, quand la situation du Mali commençait, combien de fois on a averti les Maliens? Beaucoup de fois. Plusieurs fois on les a avertis. Ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, beaucoup de Maliens se lèvent pour dire que Ibeka était mieux. Ibeka était mieux. Ce que la junte maintenant fait est pire que ce que Ibeka faisait. Donc c'est pour dire aux Sénégalais là de réfléchir. S'ils pensent qu'ils peuvent avoir un dirigeant mieux que Macky Sall, ils vont se mordre les doigts. Parce que les populistes là, c'est-à-dire le même schéma qu'on a vu au Mali, c'est à peu près le même schéma qui est en train de se reproduire au Sénégal. Donc, il faut que les Sénégalais fassent attention. Le monsieur, il fait son effort, on le voit, il essaie de mettre des infrastructures en place, il essaie de faire de son mieux pour faire avancer le Sénégal. Mais là, essayer de balayer de la main quelqu'un qui se bat pour son pays, on va mettre à la place qui? Et après, vous allez vous mettre à regretter, c'était mieux au temps de Macky Sall, ceci, cela. Donc, de la façon qu'on a averti les Maliens là, qui regrettent aujourd'hui, donc on aimerait avertir les Sénégalais de faire attention. C'est-à-dire que ce qui arrive à Ousmane Sonko là, il croyait quoi même? Qu'est-ce qu'il croyait? Quand on vient dans la politique, là, grand frère, quand on vient dans la politique, il faut vérifier tes arrières. Il faut vérifier pour voir si tu ne caches pas quelque chose dans ton placard. Parce qu'à partir du moment où tu décides de venir dans l'arène politique, là, tes adversaires, là, ils ne vont pas te tuer comme ce que Gbagbo faisait. Gbagbo, lui, il tuait. Il tuait les gens. Mais quand tu viens dans l'arène politique, il faut t'assurer que ton arrière est soudé. Il faut t'assurer que tu ne traînes pas des affaires bizarres. Sur lui, Ousmane Sonko, il était certain qu'il a des preuves qu'il est innocent de tout ce qu'on l'accuse, mais pour qu'elle appelle la foule.
Quand on a raison là, on est serein. Le président Lassana Ouattara, il est resté serein. On l'a accusé d'étranger, on l'a accusé de ceci, on l'a accusé de cela. Il est resté serein. Il sait qu'il est dans le droit, il est serein. Mais si tu sais que tu n'as rien à t'accuser là, tu as des preuves que tu es innocent, tu restes serein, c'est tout. Pourquoi tu vas appeler les gens à manifester? Tu caches quoi? Donc, pour dire aux Sénégalais, faites attention. Et même, c'est normal, tu veux faire la politique là, il faut te préparer à recevoir les coups. Il faut être sûr que ton arrière là, tu ne casses pas quelque chose. Si tu casses quelque chose, les gens ne vont pas te tuer. Babo lui tuer. Mais les gens ne vont pas te tuer. Ils vont faire sortir, ils vont mettre ça sur la place. C'est comme ça la politique. Donc, si tu n'es pas prêt à faire face à la justice, si tu n'es pas prêt à te défendre pour montrer que tu es innocent de tout ce qu'on t'accuse, mon cher, il faut te retirer. C'est tout. Tu te retires. C'est ça la politique. Donc, s'il a les preuves, il n'a qu'à mettre ça sur la table que de rester là à vouloir faire brûler le Sénégal. Et c'est ses propres parents-là qui vont se mettre à regretter, comme ce qui s'est passé au Mali. Le pauvre Ibeka, il se battait pour le Mali. Et c'est maintenant les gens reconnaissent que le vieux se battait pour son pays. Trop tard. OK. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Deuxième phrase rapidement. J'aimerais dire à nos opposants. Ils ont passé le temps en train de se battre sur l'affaire de Gbagbo sur la liste électorale. Ils ont passé le temps là-dessus. C'est trop tard. Ils vont venir aujourd'hui pour dire non, il faut que oui, il y a trop d'irrégularités. Moi, c'est mon opinion, hein, c'est mon opinion. Il y a trop d'irrégularités, machin. On s'en fout. Vous avez passé votre temps en train de... Mais pourquoi maintenant vous ne parlez plus d'affaires de Gbagbo? Pourquoi vous ne parlez plus d'affaires de Gbagbo sur la liste électorale? Vous laissez ça, vous parlez non, il y a trop d'irrégularités, il faut plus de temps. On s'en fout. Vous avez passé votre temps en train de parler d'affaires de Gbagbo, ceci, cela. Maintenant, le temps vous a rattrapé là. Nous, là, on n'a pas le temps, on avance. Et puis, j'aimerais vraiment attirer l'attention de tout le monde. Cette fois-ci, là, s'ils font des bêtises, il ne faudrait pas qu'ils vont s'asseoir encore pour dire que c'est prisonnier politique. Non. Là, vous voulez créer la chiennerie là, soyez prêts à assumer. Tout le monde est témoin. Soyez prêts à assumer. Ne venez pas dire après que non, qu'on vous arrête parce que vous êtes des prisonniers politiques. Donc soyez prêts à assumer la chiennerie que vous voulez installer là. Soyez prêts à assumer. N'allez pas crier au loup après. Voilà, c'est juste ça que c'est juste ces deux petits mots que je voulais ajouter aujourd'hui. En fait. Merci. Ok. Vraiment, merci à vous pour cette efficacité. Et relativement au premier sujet que vous abordez, tu vois, chaque fois que des gens viennent avertir qu'il y a un malheur qui touche les gens, il y a ce que les gens veulent, mais il y a ce qui doit être. Et l'esprit humain a cette tendance-là, quand il ne veut pas quelque chose, il s'obstine à vouloir faire croire à lui-même que ce que lui veut là, c'est ce qui est la réalité. Ce qui arrive au Sénégal aujourd'hui là, je crois que c'est ce qu'on appelle la malédiction de l'homme qu'on a trop encouragé. C'est un être humain là, faut pas trop lui donner des encouragements, sinon il finit par se perdre. Ah non, le Sénégal, c'est le seul pays qui n'a pas connu de coup d'État. Les Sénégalais sont des intellectuels, les Sénégalais sont bien, les Sénégalais, ils voient, maintenant ils veulent vivre l'autre côté. Ils veulent savoir ce que c'est que la guerre. L'abbé Djamakoum ne vous a rien fait avec Casamance. Vous n'avez rien vu encore. Quand vos femmes vont se faire violer, quand vos mères vont se faire égorger, quand vous allez voir des gens en train de se faire exploser les têtes, quand votre pays va devenir un fleuve de sang, en ce moment, vous allez vous asseoir et vous allez connaître ce que nous sommes en train de vous dire. En fait, nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Nous sommes des acteurs, des contemporains des pays qui ont vécu en guerre, mais pas seulement en guerre, mais sur des scènes, dans des zones de guerre en plein feu. Donc, quand on parle là, chers frères, quand la guerre a commencé là, le 19 septembre, on pensait que c'était une histoire d'une semaine. Il y a quelqu'un qui a failli se faire lyncher devant moi parce qu'il a averti le public, il dit ça là, on est parti pour des années. Tout le monde, ils ont failli le lyncher. Mais le temps lui a donné raison. Ce que le Sénégal a commencé là, c'est un début. Si les Sénégalais ne prennent pas conscience pour mettre fin à ça là, il y a beaucoup de marchands d'armes qui vont venir proposer leurs services. Il y a la mer de la Russie derrière, on le sait, ça, il y a longtemps, on le sait. Mais ça, c'est la saison des marchands d'armes qui va commencer comme ça. Surtout que déjà depuis avril 2022, il y a des quantités
et nombre d'armes qui ont transité à partir du port de Dakar. Une partie s'est retrouvée en Côte d'Ivoire, une partie s'est retrouvée au Sénégal. Il faudrait que les autorités sénégalaises ouvrent très bien les yeux. Et ce que je peux dire aux Sénégalais, on ne peut pas décider à votre place. Parce que sinon on parle là. Un, on n'est pas Sénégalais. De deux, c'est que les médias disent là. Nous, on ne peut pas maîtriser toute la réalité. Mais une chose est évidente là. Nous, on peut vous dire qu'à partir de nos expériences, si vous vous amusez à vouloir suivre ces mêmes modèles là, alors là, on dit bienvenue au Sénégal dans le club des pays maudits. Parce que vous allez en prendre pour votre compte. Et c'est très important. Et relativement à ce que nos opposants sont en train de faire, cher frère, je peux t'assurer d'une chose. Il y a combien d'années, je peux dire pratiquement 2 ans, les textes sont là, les écrits sont là, les audios sont là. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça te surprend? En tout cas, pas du tout. Rien ne nous surprend. Eux-mêmes, là, leur méthode, là, on connaît ça plus que eux. Mais ça ne va pas prospérer. Parce que là où vous dites à l'État de prendre des mesures pour que la Chine ne puisse pas prospérer, mais aujourd'hui, nous invitons les populations à dire ne laissez pas vos vies des ignares vont venir s'amuser avec vos vies. Défendez vos vies. Défendez vos vies. Par quelque moyen que ce sera, ne laissez pas la violence s'imposer à vous. Et aujourd'hui, moi, c'est le seul message que je vais tenir. Personne n'ira tuer quelqu'un pour dire non, j'ai fait du mal à l'autre camp. Tu sors avec des armes, les populations elles-mêmes vont te donner la sentence qu'il faut. Elles vont se défendre par tous les moyens. Et ça, je le dis, les populations se défendront par tous les moyens et ont le devoir de se défendre par tous les moyens. Et cette opposition-là, le jour qu'elle va s'amuser à ce jeu-là, elle comprendra que le temps de l'amusement, il est terminé. Parce que le président Ouattara ne peut pas avoir fait tout ce boulot-là pour qu'on vienne au débat malsain, pour nous ramener encore dans l'époque du Néandertal. Ça, si on a du respect pour nous en tant que peuple, on ne doit pas cracher sur le travail que Ouattara a fait. En réalité, tout ça, c'est pour salir le président. Pour dire, mais toi aussi, on t'a humilié pour te faire quitter le pouvoir. Toi, militant RDR, RHDP, là, nous, on n'est pas dedans. Allez dire partout que Éclaireur Pro-Vérité dit que lui n'est pas RHDP. Je m'en fous du RHDP. Le RHDP n'a pas payé mon loyer. Le RHDP, c'est pas eux qui m'ont amené à l'école. Le RHDP, c'est pas eux qui paient mon Internet. Je vis bien sans le RHDP. Mais le RDR, là, c'est mon âme. Parce que ça a été un instrument de combat dans lequel nous nous sommes investis. Je vais demeurer RDR à vie. Et je suis à la sanité pure et dure, radicale, à excès. Voilà ce en quoi je me reconnais. Mais, notre combat du RDR ne sera jamais dévoyé. De deux, parce que Alassane Ouattara était le symbole de ce combat. Et de deux, on ne peut pas, si nous les militants du RDR, on s'assoit pour regarder, les gens vont humilier Alassane Ouattara. C'est que nous, on aurait été les hommes les plus indignes. Nous, on n'a pas dit qu'on est en train de défendre quelqu'un. On est en train de défendre Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara avait mal agi là, on allait sortir pour lui dire ça en face. Mais là où il nous a amené aujourd'hui là, si ce n'est que l'ingratitude et la méchanceté humaine là, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent apporter à Alassane Ouattara? Et quand on regarde le comportement des opposants, il veut surtout donner un mauvais goût et une mauvaise image d'Alassane Ouattara pour dire qu'il a été incapable de gérer le pays. Il a fait tout ça, mais il a mis le pays dans la guerre. Voilà ce que vous voulez. Mais cette guerre-là, nous, on va l'empêcher. Cette guerre-là, le jour que vous sortez, si vous êtes 10 là, nous, on sera 100. On ne vous cache pas la réalité. Parce qu'on a déjà incité les populations contre vous. Et les populations vont vous ramener au calme. De façon brutale. Ça, on le dit. Vous allez humilier tout le monde. Mais Alassane Ouattara, là, loupé. Il faut voir, mais il faut le louper. Même si Alassane Ouattara nous dit de ne pas sortir, là, nous, on va sortir. Ça, là, on va le désobéir. Même si l'armée de Côte d'Ivoire veut ne pas tirer sur nous, mais nous, on va sortir. Nous, on ne va pas laisser des vanupiers sortir. Parce que c'est ça, c'est la seule chose qui nous recherche pour dire qu'il y a le chaos en Côte d'Ivoire. Mais si nous, en tant que des enfants d'Alassane, des gens qui se reconnaissent en lui, et si on a du respect pour le travail que ce vieil homme a fait là, on ne doit pas s'amuser. Si les autres ont accepté que eux, leur père soit humilié là, nous, on ne va pas accepter qu'Alassane Ouattara soit humilié.
Et donc, c'est là maintenant que j'en appelle à tous ceux qui se sentent des extrémistes et des radicaux. C'est notre heure qui a sonné comme ça. C'est maintenant que les gens vont savoir que nous sommes importants. Aujourd'hui, là, est-ce que tu entends quelqu'un dire que nous sommes des radicaux encore? Non, non. C'est parce qu'aujourd'hui, on a vu la réalité. C'est parce que nous sommes dans l'anticipation. Aujourd'hui, là, ceux qui étaient les faire valoir, ceux qui voulaient adapter leur discours, là, ils sont où? Ils ont tous disparu. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont de la contenance, ceux qui ont de la capacité et ceux qui peuvent mobiliser, là, c'est nous. Parce qu'on est resté, on a eu un message direct, un message franc et un message que les gens peuvent prendre aujourd'hui pour regarder notre cheminement et dire, vous êtes restés cohérents. Et donc là, c'est nous on peut mobiliser. Et nous, on connaît la nature de l'ennemi qui est en face. On ne peut pas s'amuser à tromper notre peuple. Mais Alassane Ouattara, là, c'est le plus grand des gens du RDR. Et si vous voulez, par ricochet, les gens du Nord, on n'humilie pas un grand homme. Si vous vous taisez lorsqu'on est en train d'humilier le plus grand parmi vous, quel sera donc le sort réservé aux plus pauvres parmi vous? Chers militants du RDR, pensez à ça. Si les malfaiteurs arrivent à humilier le plus grand parmi vous, et nous les plus petits, là, comment ils vont nous traiter? Posez-vous cette question-là. Comment ils vont traiter vos enfants? Comment ils vont traiter vos femmes? Quand tu te poses cette question-là, il ne faut pas t'amuser avec ces malfaiteurs, ces individus malfaisants. Il ne faut pas t'amuser avec. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec le président. Et c'est dans ce raisonnement-là que j'étais en train de dire. Un président qui a 55% de l'électorat à son avantage dans un contexte chaotique, c'est pas n'importe quel président. En tout cas. Dans les autres pays où il y a le contexte chaotique, là, on parle de 30% de votes. 10%, 20%. Mais dans un contexte chaotique créé de toutes pièces par l'opposition en 2020, Alassane Ouattara a maintenu plus de 55% de l'électorat. Mais mathématiquement parlant, 45 est plus petit que 55. Ça, c'est un. Deuxième, capacité de réaction, là, ce n'est pas à votre faveur. Donc, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Et donc, moi, j'en appelle à tous ceux qui se sentent dans le combat de sauver leur propre vie. Parce que nous, on n'est pas dans cette politique-là pour dire non, c'est seulement pour la politique. On est là pour sauver la dignité du peuple, mais on est là surtout pour sauver la vie face à des malfaiteurs, des chiens qui ont déjà bu le sang humain et qui n'ont plus de limites. Parce que Yann l'a dit ici une fois, un chien qui goûte à la chair humaine, un chien qui a mangé, qui a bu le sang humain, ne peut pas demander que la chair de Dieu lui-même. Parce que quand tu as dépassé les bornes là, quand tu as dépassé les limites de l'acceptable là, tu ne peux qu'exiger l'impossible. Toi, tu es là, tu dis de te donner 10 000, je te donné 20 000. Est-ce que demain, tu vas venir demander 20 000? Tu vas demander plus. Oui. C'est ce qui est devenu le cas de l'opposition ivoirienne. Il n'y a pas de barrière morale que cette opposition-là s'est mise pour ne pas aller dans le mal. Elle s'amuse avec la vie de ses propres partisans comme des Ivoiriens. Pour elle, là, tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, là, c'est que tout va mal. Mais en ce moment, on va vous montrer que la mort ne peut pas exister seulement que sur le peuple. Et comme vous êtes déjà habitué à faire tuer les enfants des autres, on va aussi vous montrer aussi que le peuple aussi peut se lever contre vous pour vous soumettre au même sort. Et c'est sur ce terrain-là que nous on vous attend aujourd'hui. Sinon, tout ce que vous allez dire, tout. Sinon, la réalité est là en face de tout le monde. Mais on ne peut pas avoir 55% des Ivoiriens derrière soi et puis être là en train de tergiverser. Ce temps-là est terminé. Et nous les radicaux, nous les extrémistes, je crois que c'est notre printemps qui est là. Et on ne va pas se priver de l'occasion qui nous sera offerte. C'est ce que j'allais dire. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est moi qui vous dis merci infiniment. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous aussi. Je vous en prie, merci. Allô? Oui, bonsoir, éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même? Ça va extrêmement bien, tous mes respects à vous. Ok, merci. Et la famille? La famille va très bien, et de votre côté?
Ça va très bien. Merci. Que la grâce divine demeure en nous. Amen. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Ok. Je précise que les conditions ne sont pas optimales. Excusez-moi s'il y a du bruit. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Bonsoir, monsieur l'éclaireur pro-vérité. Bonsoir à tous les élèves EPV ici présents. Bonsoir au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Bonsoir à tous les amis de la Côte d'Ivoire, toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix et le développement de ce pays. Et donc, l'éclaireur, si vous me le permettez, je vais encore me répéter. Car il y a des détails que nos concitoyens, que ce soit de l'opposition ou même du parti au pouvoir, doivent connaître. Et c'est très utile, très important pour que chacun comprenne au moins où on va. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et donc, nous sommes devant une situation dont la personne principale aujourd'hui attire l'attention de tous et donc sème le flou dans la tête de tous les partis politiques, tout confondus. Mais s'il n'y a pas une communication éclairée pour que les uns et les autres comprennent, vous savez que le pays, ça va plonger le pays dans une situation qu'elle ne mérite pas. Et donc, je vais me reprendre. Donc, les charges auxquelles M. Laurent Gbagbo, si vous voulez, je vais comme je suis un enfant poli, je vais dire le président Gbagbo. Il a été président. Nous tous, on l'a reconnu au final. Les charges que la CPI a retenues comme crime contre l'humanité, suite aux événements post-électoraux, donc en 2010, vous savez que décembre, il y a une marche sur la RTI, les 16 et 19 décembre. Donc la CPI retient cette date-là parce que ça s'est réprimé dans le sang. Après, ça c'est pour l'année 2010. Nous rentrons dans l'année 2011. Donc, Gbagbo se proclame président. Il tient même pas compte des résultats donnés par la CEI et donc s'en tient aux résultats donnés par le conseil. Son ami. Pardon. Par son ami Yao Paul Ndré. Oui, c'est ça, par son ami Yao Paul Ndré. Voilà. Et donc, pour lui, c'est le Conseil constitutionnel qui est au-dessus. Mais avant que le Conseil constitutionnel ne valide, il faudrait qu'elle reçoive les résultats consolidés et validés par la CEI, ce qui n'a pas été le cas. Donc, 2011, 25 février 2011, il y a une manifestation qui s'est réprimée dans le sang, donc des morts à Yopougon. Les mois de mars, 3 mars 2011 et 17 mars 2011, il y a une manifestation des femmes à Bobo le 3 mars qui s'est réprimée pendant le sang. Nous tous, nous avons vu nos mamans qui ont été écrasées par les chars. Le 17 mars, il y a eu bombardement marché donc zone très peuplée à Bobo qui a été réprimée dans le sang. Et vous savez, Gbagbo a été arrêté le 11 avril, mais le 12 avril, il y a eu un événement à Yopougon, et malheureusement, par ces miliciens. Et ce sont ces dates-là que la CPI va retenir pour crime contre l'humanité. Monsieur l'ex-président Gbagbo Laurent sera jugé sur 1300 morts sur les 3000. Ce sont les chiffres, mais vous savez que c'est beaucoup plus que cela. Donc, il a été jugé sur 1300. Donc, il restera 1700. Vous comprenez que la Côte d'Ivoire pouvait le juger sur les autres morts, ce qui n'a pas été le cas. Monsieur l'ex-président Gbagbo Laurent va sortir de la chambre pénitentiaire de la CPI le 5 février 2019. Et il va rentrer en Côte d'Ivoire avec tout ce que le président même a offert, l'avion présidentiel, monsieur Laurent Gbagbo a refusé cet avion. Donc, il faut que les gens comprennent que le président, il allait dans le sens de la réconciliation, et puis même que l'ex-président Gbagbo se trouve en Belgique. Il rentre en Côte d'Ivoire finalement avec tout l'accueil que tout le monde a connu. Donc, il va créer en 2021 le PPAC. Le PPAC, il n'a pas pu être président, tout le monde le sait, à cause de sa condamnation. Et le fait qu'il ait cassé la PCAO, il a été complice de ceux qui ont cassé.
il a été comptable puisque lui-même, il a dit quand il est revenu qu'il est chef de ceux-mêmes qui ont commis des crimes. Il faut que les gens comprennent. Quand vous avez des institutions comme ça chez vous, vous n'attendez même pas que les ministres de l'économie ou même la CEDEAO portent plainte. Vous êtes responsable de tout ce qui se trouve sur votre territoire. Sinon, si on s'en tient à leur dire, Gbagbo qui dit, oui, qu'il n'a pas besoin de crédit, qu'il même prête. Et tout le monde, je ne fais que répéter, tout le monde, certains ne connaissent pas, mais il faut répéter. Il dit lui-même là, il n'avait pas besoin de crédit, il prêtait même à des gens. Bon, quelqu'un qui prête à des gens, comment lui va aller casser une banque? La banque BCAO n'est pas le trésor public ivoirien. Si le trésor public ivoirien qui paye les fonctionnaires a aussi de l'argent, alors il faut qu'ils nous expliquent, parce qu'ils nous disent que c'était pour payer les fonctionnaires. Mais ce n'est pas le trésor public ivoirien, c'est la banque de tous les États qui sont membres de cette banque. Et donc, c'est un crime. Le tribunal, il a été condamné d'abord par défaut. Parce que les gens, il y a beaucoup de thèmes dans la... Oui. Allô? Oui, nous vous entendons parfaitement. Ah, d'accord, ok. Juste un instant, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Oui, ok, d'accord, ok, très bien. Donc pour un trésor qui a de l'argent, n'a pas besoin d'aller casser une banque coupée. Allô? Ouais, je crois que je me reprends là. Je ne sais pas si j'ai encore l'éclaireur en ligne. Non, nous sommes là, on vous entend. Il me semble qu'il y a des problèmes, Okay, il y a des difficultés de réseau sur votre côté. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler peut-être que ça va se rétablir, s'il vous plaît? Ok, il n'y a pas de problème. Juste merci, à tout de suite. Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Oui, donc vous avez la parole. Ok, donc je disais que pour un trésor public qui... Oui, je vous entends. Ok, d'accord. Oh là là. Mon téléphone, il reprend tout ce que je dis. Ok. Donc, on va essayer de couper alors, vu qu'il y a des problèmes de réseau. Ok, je vais couper tout. Oui. Ouais. Ok. Donc, merci infiniment. Merci. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, le conquérant. Allô? Oui, bonsoir, le conquérant. Allô? Oui, bonsoir, le conquérant. Oui, bonsoir, chef. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Et la journée? Oui, la journée se passe bien. Dieu merci. C'est la pluie qui nous malmène ici. Ok, oui, c'est la saison aussi. Donc, je vous laisse la parole. Alors, merci de me donner la parole. Je voudrais m'exprimer sur un sujet que j'ai pu constater ces temps-ci. Il s'agit entre autres des regards sur les voies publiques en fait. Si vous prenez plusieurs communes de la ville d'Abidjan, vous allez vous rendre compte que les regards aujourd'hui qui sont protégés par des couvercles métalliques
beaucoup de ces couvercles métalliques-là ont disparu. Mais la réalité, c'est que ce sont des personnes de mauvaise intention qui ont enlevé ces différents couvercles, en fait. Vous voyez comment l'incivisme est encore un problème très grave pour notre tropique. Comment se fait-il que tout a été mis en œuvre pour pouvoir protéger les piétons, y compris les usagers de la route, et malheureusement, des gens s'amusent à venir enlever ces couvercles-là qui protègent les regards. Mais c'est un phénomène, c'est tellement grave même que je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Les gens qui se permettent d'enlever les couvertures de ces regards, et vous allez vous rendre compte que parfois, ces regards-là ont des profondeurs de souvent 2 mètres, 1,5 mètre. En tout cas, pour quelqu'un qui est en train de marcher, si malheur il se fait surprendre par un de ces regards qui est non couvert, ça peut même entraîner même des situations catastrophiques. Ça peut aller à des fractures jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et si vous prenez le Grand Abidjan, un peu partout, vous allez constater cela. Que ce soit à Cocody, à Koumat, Freshville, Marcory, à Bobo, Yopougon, à Djamé, vous allez remarquer cela. Et si vous prenez le boulevard Nangui à Boboa, vous serez très surpris. Le grand boulevard Nangui à Boboa, depuis la mosquée d'Adjamé, en passant par le forum, vous allez voir au milieu de la partie terre pleine, beaucoup de ces regards qui sont là-bas, les gens ont volé les couvertures métalliques. Et du coup, si vous marchez, vraiment, il faut regarder et il faut être vigilant. Parce que si vous vous faites prendre, moi je vous assure, la mort pourrait suivre. Ce phénomène est récurrent dans toutes les communes. Donc aujourd'hui, je voudrais en appeler à la prise de conscience collective de tout le monde. Parce que si ce problème ne trouve pas solution, ça pourrait entraîner des dégâts. Je voudrais en appeler également au ministère de l'équipement routier, de l'équipement et l'entretien routier, au ministère de la salubrité, aux maires, aux différents maires. Je voudrais en appeler au gouvernement. Il faut que les gens regardent de très près ce problème. Partout à Abidjan, où on peut rencontrer ce problème, il faut que ce problème soit résolu. Et je vous le dis, ce problème se trouve dans toutes les communes sans exception. Les regards non protégés. Des trous d'une profondeur de 1 mètre, 2 mètres, ainsi de suite. Vous voulez les couvertures métalliques, vous vous rendez compte combien de fois c'est grave. Si vous marchez et faites par inattention, vous tombez dans l'air de ces trous, je ne sais pas ce que ça peut donner comme résultat. S'il y a des chances de survie, mais pour moi, les chances de survie sont très, très, très minces. Donc, ce problème-là, j'ai fait le constat depuis pratiquement un bon moment. Donc, aujourd'hui, j'ai jugé nécessaire d'en parler. C'est vrai que c'est un sujet qui ne cadre pas avec l'actualité politique en main. C'est un problème de société auquel il faut s'attaquer. Et la dernière fois, j'avais parlé ici de la côtière, hein, la largeur de la côtière qui était très petite. J'en avais parlé. Donc, aujourd'hui, je viens ici pour parler des regards non couverts. En général, ce sont des citoyens de mauvaises intentions, très mal éduqués, qui ont volé ces couvertures métalliques-là. Je ne sais pas pour aller vendre à combien, mais il faut les assimiler tout simplement à des criminels. Le fait que, les gars, moi je pense que c'est un crime. Parce que si quelqu'un en marchant vient tomber dans l'un de ces trous qui retrouve la mort, vous allez dire quoi? C'est vous qui l'avez tué. Donc il faudra
vraiment à travers les vidéos, les caméras de surveillance, tous ceux qui vont se retrouver en train de voler ces gens de couverture métallique, il faudra qu'ils soient sévèrement punis, sanctionnés par la loi. Parce que, en le faisant, vous êtes en train de tuer des gens sans savoir. On ne pourrait même pas parler d'homicide involontaire, on pourrait parler d'homicide volontaire. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va tomber dans un de ces trous-là par inattention et puis survivre. Ça m'étonnerait. Et il y a beaucoup de regards comme ça dans la ville d'Abidjan. C'est très malheureux. Très malheureux. Il faut que les uns et les autres se penchent sérieusement sur ce problème. Le gouvernement gagnerait à résoudre ce problème. Le gouvernement et la justice gagneraient à punir et sanctionner très sévèrement ceux qui volent les couvertures en métallique, en métal plutôt, des regards. Il le faut. Parce que si rien n'est fait dans ce sens, vous allez vous rendre compte qu'un bon matin, Abidjan sera inondé de regards non couverts. Et c'est comme les puits perdus, hein, les puits perdus. Vous êtes en train de vous promener et par inattention, vous tombez dans un puits perdu. Regardez le résultat que ça peut donner. Il faut faire quelque chose dans ce sens, sinon, pas du tout bon. Donc voici le sujet sur lequel je voudrais m'entretenir, je voudrais m'expliquer sur quoi. Merci. Merci beaucoup, le concurrent. Je crois que vous avez clairement émis des inquiétudes et ça sera aux uns aux autres d'assumer nos responsabilités. On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Si nous-mêmes, les instruments qui doivent nous conduire vers notre bonheur ne sont pas, et nous-mêmes, nous ne participons pas à les aider et à les protéger, comment on peut atteindre notre propre bonheur? Et demain, on s'étonne que l'eau puisse avoir raison de nous. C'est vraiment très triste. On pense que c'est les autres qui doivent faire notre bonheur à notre place. C'est un peu comme le direct qu'on partage en ce moment. On est là, on fait le direct, on fait des efforts intellectuels, mettre blanc écrit des textes. Moi-même, je fais des réflexions profondes. Mais ceux qui nous suivent sont là par milliers, mais personne ne partage. En tout cas, nous, on aura fait notre travail. Mais je pense aussi qu'on peut revenir aux anciennes méthodes, c'est-à-dire que je vais peut-être enregistrer, préenregistrer et puis balancer. Ça aussi, on va penser à cette possibilité-là. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer à faire la même chose. Vous savez que quand on organise une émission en direct, c'est du temps que ça nous prend. Et ceux qui sont là, si vous dites que vous êtes véritablement des vrais EPV, chacun devrait au moins avoir partagé 10 fois. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es là, tu dois avoir au moins fait 10 partages avant d'être là. On n'oblige personne à partager puisqu'on ne se nourrit pas avec, on n'en a pas besoin. Mais c'est la vie des Ivoiriens qu'on est en train de sauver. Si toi, tu partages, que quelqu'un entend là, si ça peut lui faire changer d'idée, s'il était un criminel là, ça va changer son idée. Actuellement, où on est aujourd'hui là, la toile est infestée d'informations. Les gens cherchent par tous les moyens à inquiéter, à effrayer vos parents. Moi là, je suis aux États-Unis. Je ne peux être atteint nullement par ces événements en Côte d'Ivoire. Mais si on prend de notre temps pour vous donner les vraies informations, pour vous aider à comprendre les choses, et que vous venez sur le direct et que vous n'êtes même pas capable. Les partages là, moi, ça ne m'atteint pas parce que je n'en ai pas besoin. Mais quand tu partages et que quelqu'un entend le message, si c'est un malfaiteur, ça peut le décourager. Si toi-même, tu n'es pas un malfaiteur, mais tu peux informer quelqu'un en lui partageant, ça peut le galvaniser. Et donc, vraiment être là, présent. On salue tous ceux aussi qui sont là, qui ne veulent pas, ne partagez pas. Moi, je n'en ai pas besoin. Et ceux aussi qui sont là, je dis que c'est véritablement une honte qu'on soit là par milliers. C'est-à-dire que si chacun partage même 2 fois, si on a au moins 3000 là, ça fait 6000 partages. Mais c'est la chose la plus difficile, c'est même plus difficile même de partager en quelques secondes que de prendre le temps que nous prenons pour organiser ces émissions. Le temps qu'on prend pour présenter, le temps que Madame Blanc prend pour écrire ses textes et le temps que nos différents panélistes prennent pour venir ici, je crois que ça rend quand même assez triste et c'est une honte pour ceux qui sont sur le direct. C'est ce que moi j'aimerais dire. On est en train de sauver la vie de vos parents. Et vous, Sunyata, il faut finir, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Finalement, on ne sait plus ce que vous voulez. Nous ne sommes pas des plaisantins. Ce n'est pas parce qu'on a trop de temps pour faire plaisir aux gens. Mais à un certain moment, le respect mutuel se veut qu'on sache où on veut aller. Et donc, ceux qui ne veulent pas partager, ne partagez pas du tout.
Parce que moi-même, là, je ne prends pas ça pour payer ma maison. Il n'en a pas besoin. Mais quand ils vont tuer vos parents, là, ou mais quand vos parents seront dans le désarroi, ce n'est pas moi, mes parents qui vont tuer. Ce n'est pas ma famille qui vont tuer. Je crois que la dignité humaine recommande au moins qu'on sache où on veut aller. Avec ça, on aime le Prado, on aime le Prado. Et ce que nous disons là, si c'est faux là, si vous avez honte, mais pourquoi vous êtes là? Ceux qui ont honte là, pourquoi vous êtes ici? Mais partez là où vous n'avez pas honte. Toi, tu dis que quelque chose est important pour toi. Mais tu ne peux pas partager. Comme si tu partages là, ça va diminuer ton Internet. Comme si tu partages là, ça va couper ta main. Et chaque fois, il faut qu'on en parle. À un moment, il faut se respecter. Moi, je ne me plains pas parce que quand vous allez partager, ça va me faire plaisir. Moi, je m'en tape. On peut garder ces informations pour nous. Je crois qu'à un certain moment, il faut que chacun assume ses responsabilités. C'est vraiment très important. Sunjata, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Voilà, donc ce que je voudrais ajouter, il faut que le gouvernement agisse. Parce que les méchantes personnes, les personnes de mauvaises intentions, il y en a. Vous avez vu, depuis un moment, j'étais en train d'alerter avec la venue des pluies diluviennes. Hier, le constat a été fait. Les pluies qui sont arrivées, vous avez vu, il y a eu inondation à certains endroits. Mais cette année, c'est limité. Les risques d'inondation ont été maîtrisés. Et hier, il y a eu une seule pluie autour de 16 heures. Mais je vous assure, ça a bloqué complètement la circulation en Niger. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire combien de fois ce que nous disons parfois, c'est important. Si une seule pluie peut bloquer la circulation, c'est qu'il y a problème. Le curage des caniveaux, le dégagement des voies, le fait d'éviter de s'installer dans les zones à risque, le fait d'éviter de s'installer en curage des caniveaux, le fait de couvrir les regards qui sont ouverts et le fait de sanctionner ceux qui volent les couvertures des regards, toutes ces mesures-là peuvent contribuer à sauver des vies humaines. Parce que la réalité est là. Tout ce que je dis, c'est pas honte. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai fait le constat. Les regards non couverts constituent une menace réelle pour les piétons. Ça constitue une menace réelle même pour tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'une voiture puisse facilement passer au-dessus d'un de ces trous-là sans subir des frais. Je ne suis pas sûr. Donc, à un moment donné, il faut que les uns et les autres s'activent. Il faut que le gouvernement se penche sérieusement sur cette question. Les maires d'habitants, les différents maires dans toutes les communes doivent nécessairement trouver une solution définitive à ce problème. Ce problème-là, il est là depuis très longtemps. Moi, j'ai fait la remarque. Ça existe depuis très longtemps. Vous marchez comme ça, tout d'un coup, vous trouvez que c'est un trou pédiment. On peut dire oui, mais quand tu marches, pourquoi? Mais il y a l'effet de surprise qui pourrait arriver. La logique, c'est que pour des notions, pour des questions de sécurité routière, il est important de couvrir totalement ces trous-là avec des objets métalliques qui sont très résistants. Vraiment, nous souhaitons que ce problème sera résolu. Nous le souhaitons vivement. Nous remercions beaucoup et je salue tout le monde. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup le concurrent et nous vous souhaitons une excellente soirée. Et ceux qui veulent sauver leur vie et qui pourraient écouter ces messages-là, tant mieux. Mais ceux aussi qu'on ne pourra pas sauver, on leur dit aussi bon voyage. Parce qu'à la fin, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller vers son propre bonheur. Mais au moins pour notre part, quand on regarde les efforts colossaux que vous réalisez déjà pour donner les vraies informations, les bonnes informations, on ne peut que vous en être reconnaissant et vraiment vous dire merci infiniment et excellente soirée à vous. Merci beaucoup, excellente soirée à tout le monde. Je vous en prie.
Allô? Oui, allô? Oui. Oui, oui, bonsoir, éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir, comment allez-vous? Donc, vous pouvez continuer. Ok, d'accord, ok. Et donc, j'étais à la partie où l'ex-président disait que oui, c'était pour payer les fonctionnaires avec l'argent de la casse. Mais pour payer les fonctionnaires, il n'en avait pas besoin puisqu'il prêtait aux autres pays. Et donc, laissons tout ça. Et d'ailleurs, on ne peut pas laisser puisque en fait, il a été condamné pour ça. Et une fois il est condamné, il a suivi toutes les procédures. Il a contesté, il s'est opposé à la première décision parce qu'il n'était pas présent. Et ensuite, il a eu un certain nombre d'avocats, dont monsieur, attendez juste un instant, dont monsieur Aubrey Félix, et au final, qui s'est dessaisi de son dossier. Et à la deuxième condamnation, au deuxième procès, son avocat n'était pas présent. Et donc, le tribunal, bien évidemment, va prononcer sa décision auquel il devrait prendre connaissance. Donc, l'huissier va saisir un autre de ses avocats, parce que l'ex-président a eu pas mal d'avocats, et donc, Maître Abiba, elle le sait très bien, il a une série d'avocats, il avait un conseil d'avocats, donc Maître Tanguy Rodrigue, qui était son avocat, a été contacté par l'huissier pour lui remettre la décision de la condamnation. Lui qui dit qu'il n'était plus son avocat, et donc c'est Maître maintenant qui a été contacté par l'huissier pour lui remettre le jugement par défaut. Et M. Laurent Gbagbo ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, qu'il n'a pas été informé que l'État ivoirien savait où il se trouvait. Sinon que c'est Abiba qui le dit à sa place. Mais ce que je voulais dire, c'est que Abiba s'est livré à un sketch avant-hier, digne vraiment d'une comédie. Parce que elle qui est avocate, en dessous quoi au barreau de Paris, sait très bien les procédures quand on a un litige. En ce qui concerne le code, l'élection, vous savez que c'est régi par le code électoral qui a des articles. Et dans l'article 4, dont son client, l'ex-président Gbagbo, est frappé, en tout cas, l'article 4 s'applique à son client. Mais dans l'article 12, si elle a pris connaissance de la procédure, elle doit voir quels sont les articles du code électoral. Donc, cet article 12 qui donne lui-même, elle-même, à la latitude ou tout autre électeur inscrit sur la liste électorale de réclamer l'omission. Donc, pourquoi le nom de son client ne se trouve pas sur la liste? Ils ont fait toute la procédure. Sauf que le jugement, on ne pouvait pas annuler le jugement puisque elle sait très bien que dans un jugement, il y a un délai qui court. Quand on rend une décision, vous avez un certain délai. Si une fois ce délai passé, c'est fini. On juge définitivement et donc la décision s'applique à tout le monde. Et elle doit le savoir. Maître Abiba s'est dit, oui, il y a eu 12 milliards de dépensés. Bien sûr, elle-même, je crois qu'elle n'ignore pas un peu le prix des salles que coûtent, le prix que coûtent les salles à Paris. Vous savez que la commission électorale, donc, qui organise les élections, la CEI qui organise les élections, va louer un certain nombre de salles dans la diaspora, ça coûte très cher. Et nous tous, nous avons vu que la date même a été repoussée. Mais c'est pas gratuit, il y a tout le personnel, il y a tout le matériel, et donc les salles, donc qu'elle aille s'informer un peu combien ça coûtait au lieu d'avancer les chiffres. Non, elle s'est livrée à un spectacle, malheureusement, ou alors heureusement qui a fait le bonheur de ces journaux-là, qui ont écrit un grand titre. Dans l'article 12, elle aurait pu demander les sources qu'elle a reçues de ses omissions, ou bien même de ses inscriptions de mineurs, ou bien de personnes extraites des centenaires. Elle sait très bien que le nombre d'inscrits, comme vous l'avez détaillé tout à l'heure, ne correspondra jamais au nombre de votants. Pour beaucoup de raisons, parce que tous ceux qui sont condamnés, tous ceux qui sont morts, et même ceux qui sont attribués des centenaires, ne peuvent pas venir voter. Elle doit le savoir. Il faut qu'elle dise un peu la vérité aux gens. Maintenant qu'elle est présidente du Sentinelle. Il faut qu'elle assume. Elle ne peut pas venir provoquer la chienlit, le désordre, et elle va fuir pour venir se coucher à Paris. Non, ça se fera en présence de tout le monde. Puisqu'elle est présidente, elle sait très bien que cette structure, qui est une structure parallèle, qui n'est pas légale,
déjà qu'elle commence à semer le tout dans la tête de tout le monde. Il faudrait qu'elle s'arrange que cette sentinelle-là ne proclame pas les résultats et je crois qu'elle est prête. Bon, supposons qu'elle assume. Si chaque parti crée sa sentinelle, bon, où sommes-nous? Ça veut dire que personne ne va accepter le résultat. Et donc, qu'elle comprenne que cette structure-là, dont la présidence qu'elle a acceptée, qu'elle sera comptable dès maintenant de tout ce qui va advenir après cette élection. Parce qu'on sait que c'est un laboratoire à fabrication de mensonges et de fraudes présumées dont elle-même doit savoir la procédure à suivre. Elle ne le fait pas. Et aujourd'hui, beaucoup se demandent pourquoi on a omis le nom. Ce n'est même pas une omission, c'est la justice. Et d'autres disent, la CEI n'a pas pour compétence de ne pas inscrire, de mettre, de rayer quelqu'un sur la liste. Mais la CEI, c'est une structure qui applique uniquement le code électoral. Dans ce code électoral, il y a des articles. Si ces articles-là vous concernent, c'est-à-dire de la radiation, mais on doit vous radier. Pourquoi vous voulez forcément qu'on vous inscrive alors que vous ne remplissez pas les conditions? Bon, si on parle même de la normalité, en 2010, dans la campagne, je me souviens bien Gbagbo, qui était à San Pedro, qui disait que dans sa vie, il a tout eu. En réalité, il peut aller se reposer. Et donc, mais il se représente quand même parce que pour lui, l'horizon n'est pas encore dégagé. Vous-même, lui, tout le monde le sait. Il a aussi dit lui, il pense qu'à partir de 75 ans, on n'est plus apte à diriger. Et tout le monde voit son état. Alors, Maître Abiba, je ne sais pas qui elle, si elle connaît vraiment son client, ou bien qui est-ce qu'elle défend dans tout ça. Donc, quelqu'un qui dit que j'ai tout eu. Donc, maintenant que lui, il a tout eu, il a préparé l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants. Donc, c'est nous, nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils veulent venir mettre ils veulent foutre dans la merde. Mais nous disons à tous les Ivoiriens, et même des gens de l'opposition, parce que nous sommes là aussi pour l'avenir de tout le monde. On ne dit pas que oui, la Côte d'Ivoire va continuer avec les militants des RHPP, on a dit avec les Ivoiriens. Donc, il faut qu'ils comprennent que nous sommes là pour que tout le monde comprenne que la Côte d'Ivoire est à nous tous et que chacun de nous doit faire tout pour que ce pays-là continue de vivre, en tout cas, dans la paix et donc pour pouvoir aspirer au développement. Vous savez que la Commission internationale, ou alors, je ne sais pas, qu'ils veulent demander au Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, ils ont eu ce cas-là. Et il y a une dame qui fait parmi, qui est du Rwanda. Et il se trouve que le Rwanda est accusé d'alimenter la guerre qui se trouve au Congo. Congo-Kinshasa, ex-Zaïre, pour que les gens comprennent beaucoup mieux. Et donc, les gens disent, ah non, à cause de la présence de cette dame-là, ils ne sont pas d'accord. Et donc, nous, on a en face aujourd'hui un cas comme ça, une dame qui vient de Paris, au lieu de venir suivre sa carrière, veut aller être comptable d'une situation dont elle ignore même les conséquences. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à Maître Abiba. Et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire une conclusion, mais pour dire que tous ceux qui ont été enlevés de la liste, ou bien même omis, ou bien même par erreur, mais n'importe qui, si je sais dans ma circonscription, il y a des gens qui sont des étrangers, ou bien même qui n'ont pas l'âge de voter, mais qui se trouvent sur la liste. Je vais dans la commission locale pour aller demander à ce qu'on radie ou même qu'on inscrive. Mais Maître Abiba, c'est la procédure. Je crois qu'elle est venue dans un objectif bien précis. Et donc ça ne va pas prospérer. Donc c'est ce que je voulais dire, chers frères éclaireurs. Nos gens doivent être informés. Vous avez parlé, même je crois, de l'émission dernière, hier, du partage. Il faut qu'on partage beaucoup plus les informations. Il faut que les gens sachent un peu, s'intéressent à la politique. Parce qu'il y a des frères qui disent, ah non, moi je ne m'occupe pas de la politique. Mais les gens, les politiciens ont votre vie en main. Votre vie même. C'est-à-dire votre santé en main. Si vous ne vous intéressez pas à la politique, demain, quand ça va chauffer,
Ben, on dira, mais ah oui, il faut faire les valises pour aller ailleurs. Mais vous connaissez quel pays aujourd'hui pour aller se reposer ou bien être asylant? Non, tous les pays, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où tout le monde vient. Et si c'est le contraire qui doit se produire, vous savez très bien que nous, on est extrêmement déterminés, ça ne se produira pas. Ne faites pas des comparaisons entre des pays. On n'a pas les mêmes problèmes. Au Sénégal, donc, je vais enchaîner avec le Sénégal. Le Sénégal, par exemple, dans leur code pénal, c'est que quand vous couchez, excusez-moi du thème, vous couchez avec une fille jusqu'à 13 ans, vous êtes condamné pour un crime. C'est un crime et donc vous êtes condamné. Par contre, je crois de 15 jusqu'à 21 ans, je dis bien 21 ans, la réqualification dans le code vous accusera de corruption à la jeunesse. Parce que ça se passe un peu partout. Hein. Vous avez un peu de sous, vous suivez une fille de 20 ans, pourtant elle est majeure. Et donc, elle couche. Mais elle se rend compte qu'elle a commis une erreur, elle peut porter plainte contre vous. Et donc, en retour, la justice va vous condamner pour corruption des mineurs. Mais c'est ce que le monsieur, il est confronté. On lui dit de venir. Il vient, on nous demande son compte, il n'est pas venu. Quand on ne vient pas là, ça signifie beaucoup de choses. Soit on ne peut pas regarder la personne en face, il nous accuse, voilà. Mais il ne faut pas aller prendre la jeunesse et donc se faire accompagner. Quand il partait dans le salon de massage, la jeunesse ne l'a pas accompagné. Maintenant, il baigne le pays dans une situation dont les conséquences, lui-même, il doit savoir, ne sera pas intéressante pour le Sénégal. Il y a beaucoup d'États comme ça en Afrique et c'est dommage pour l'Afrique. Un continent où nous réclamons que nous avons toutes les terres arabes cultivables. Nous avons la forte jeunesse. Nous avons un sous-sol très riche. Nous avons du soleil à volonté. Et qui devrait se réveiller, comme la Chine, économiquement pour être fort. On veut être dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous n'avez rien, vous n'êtes fait rien pour que vous soyez respectés et respectables. Comment ceux qui doivent vous prendre ou accepter votre candidature au Conseil de sécurité des Nations de l'ONU, oui, des Nations Unies, vous prendra en compte, vous prendra en sérieux. Donc, la jeunesse ivoirienne, je demande à ce que vous compreniez, vous adressez à la politique pour mieux comprendre un peu ce que les politiciens font de nous, font de notre vie. C'est très, très important. Si nous ne nous intéressons pas à la politique, mais la politique va s'intéresser forcément à nous parce que ils vont s'utiliser de notre méconnaissance même des règles qui régissent notre société et donc faire de nous ce qu'ils veulent, des marchandises, évidemment. Voilà un peu, monsieur l'éclaireur, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Non, je pense que le message est extrêmement clair. Hein. C'est à chacun maintenant de se déterminer et puis on verra bien la suite. En tout cas, pour notre part, on a donné les informations qu'il fallait, donné les encouragements qu'il fallait. On ne peut pas aller au-delà de ce facteur-là. Ça serait maintenant aux Ivoiriens de choisir le chemin qu'eux-mêmes voudraient. On espère bien que le bon sens va prédominer et que les uns et les autres vont privilégier les intérêts du pays plutôt que de se laisser séduire par les oiseaux de mauvais augure. C'est ce que j'aimerais ajouter. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente soirée. Merci, je reste à l'écoute. Okay. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir le grand maître, oui. Oui, bonsoir mon grand oncle. Oui, bonsoir. Oui. D'accord, oui, on est là, vous avez la parole. D'accord, ok. Bon, merci beaucoup. Donc, j'étais en train de... J'avais évoqué le cas de la perception avec la...
Parce que il me semble que vous êtes loin du téléphone. ça va mieux? Bon, on peut faire avec, mais si vous êtes éloigné du téléphone, ça pose un problème. Si vous êtes sur haut-parleur, ça pose problème. Si vous avez un écouteur dans l'oreille, ça pose problème. Il faut corriger tous ces... Ok, je vais... Ça va mieux comme ça? Oui, tout dépendra en fonction de tout ce que j'ai évoqué. Il faut que vous quittiez dans ce facteur-là. Si vous avez un écouteur et que vous voulez parler au même moment, ça fera que vous aurez des difficultés à ce que nous, on vous entende. Ça fera donc qu'il y aura des répétitions. D'accord. Et là, comme ça va mieux? Si ça est sur le haut-parleur, ça posera problème. Donc, il faut corriger ces situations-là. Bon, je ne sais pas si ça va mieux comme ça. Ok, maintenant, on vous entend parfaitement. Ok, merci. Mais désolé pour le contretemps. Je pense que je vais résumer par rapport à ce que je disais concernant le discours politique et la communication en politique. Bon, on sait que nos opposants aujourd'hui, ils ne sont pas dans une volonté de nous apporter quelque chose de positif. Donc, ils essayent d'évoluer avec par la provocation, par essayer de mettre le feu aux poudres, essayer d'allumer la braise qui va peut-être enflammer la situation pour que eux ils puissent se faire valoir. Quand on voit même dans l'histoire même de l'opposition depuis l'avènement, depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui, ça c'est vraiment la stratégie même de l'opposition et en l'occurrence de ces groupes. Toujours profiter, toujours avancer à travers les invectives, toujours par la provocation. Mais ils nous proposent rien. Je pense que ça a été dit dans le texte de notre père Alexis Diet. Mais c'est cette stratégie-là qu'ils ont en place. Ils ne feront jamais quelque chose en dehors de cela. Aujourd'hui, je pense que le travail de notre président, comme toute œuvre n'est pas parfaite, il y a forcément il y a des choses à dire et à redire là-dessus. Il y a des critiques à faire. Je pense que c'est le moment pour cette opposition-là de saisir cette situation-là. Et je pense qu'ils ont quand même des personnes acquéries en leur sein, enfin je le suppose, qui doivent être capables aujourd'hui d'apporter une critique qui puisse permettre à tout un chacun de voir clair aussi dans la chose. Mais c'est pas le cas. On essaye de créer des situations de conflit. On essaie de procéder par la provocation. On essaie de simplement essayer d'empêcher les gens de vivre sereinement. On essaie de créer une situation de psychose, une situation de trouble, juste comme d'habitude, c'est-à-dire pour régner à travers la peur. Même quand ils étaient au pouvoir, c'était comme ça. Il fallait transformer les étrangers en ennemis redoutables de la nation ivoirienne, des étrangers qui allaient attaquer la Côte d'Ivoire. Et je trouve que cette stratégie-là, il est temps qu'on y mette fin. Et nous, notre rôle, c'est aussi d'interpeller nos concitoyens, nos frères, de rester vigilants face à cette stratégie de l'opposition qui a tout le temps fonctionné comme ça. Depuis même l'avènement de Gbagbo dans la politique ivoirienne, ça a toujours été comme ça. Toujours par la provocation, toujours par l'intimidation. Mais non seulement ça cache leur faiblesse, mais ça aussi montre aussi leur intention malsaine de diriger à travers le chaos. D'où l'anarchisme. Quand mon grand-oncle ou les Mao et les Chao disent que c'est un anarchiste, c'est un négateur, c'est quelqu'un qui est dans du populisme creux, de la propagande inutile. C'est une réalité. Regardez son parcours politique. C'est taché de violence, c'est taché de violence, c'est taché de mensonges, de manipulation. Toujours ne pas donner une autre direction aux populations, mais toujours critiquer et surtout toujours rentrer dans l'invective et dans la provocation inutile pour simplement créer des tensions
entre les communautés. Et ça, je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Il faut que ces gens-là sachent qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'Internet et que tout le monde, comme on le dit chez nous de façon triviale, tout le monde a les yeux déjà. Et personne ne va se laisser encore berner par ça. Voilà ce que j'aimerais dire. Restons vigilants et continuons le combat, chacun de quelque manière que ce soit, pour pouvoir vraiment faire triompher la vérité. Voilà ce que j'aimerais dire, mon grand-père. Merci beaucoup, le grand maître Yann. Surtout, vous terminez par une invitation à rester vigilant et à surtout savoir se mettre du bon côté. On espère bien que la population ne vont pas faire l'erreur fatale et même, je dirais, fatidique de se laisser berner. Parce qu'on entendra beaucoup de choses et beaucoup de choses seront dites, mais si nos populations même ne se condamnent pas à aller vers ce qui est bon, voyez-vous qu'il sera toujours difficile et elles seront toujours prises dans les escalades de la violence. Cette opposition ne va jamais se condamner à vous conduire vers les sentiers de la prospérité, encore moins même de la vérité. Malheureusement, c'est ceux-mêmes qui sont les ennemis de la vérité qui disent qu'ils sont en train de combattre pour le vrai, alors que tout est faux là-dedans. Mais bon, nous on aura fait ce qu'on peut, mais comme on le dit aussi, on ne fait pas ce qu'on ne peut pas. Si la population ivoirienne elle-même ne prenne pas le temps de réfléchir correctement, profondément, ça, on ne pourra pas le faire à leur place. Et donc, ça, c'est une question individuelle et il faudrait que nous fassions le bon choix. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ce qui va sauver la Côte d'Ivoire au-delà même des appartenances politiques et idéologiques. C'est ce que j'allais ajouter. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu nous garde, que Dieu garde le pays, et que Dieu vraiment donne la force et la baraka à notre grand leader de pouvoir mener vraiment le navire ivoire à bon port. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup pour vos contributions et que la grâce divine demeure en nous. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous pareillement.